Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce genre de document peut être utilisé comme base de départ pour créer d'autres documents. On peut très bien démarrer de ça, remplacer les images par d'autres, les textes par d'autres, bouger les éléments, mais ça peut être une base de départ. Plutôt d'essayer de faire un document au départ de zéro, d'une page blanche et de tout créer, c'est une idée de démarrer d'un document existant. Et alors là, on se dit, oui, mais ça, c'est seulement quand j'aurai besoin d'un document, et là, je vais dans Fichier, format de document, un document format A4 horizontal. Eh bien, pas du tout. Parce qu'il existe dans InDesign une possibilité d'adapter un document d'un format vers un autre. Je pourrais prendre l'A4 horizontal ici et le transformer en format lettre verticale. Il y a ce qu'il faut dans InDesign pour transformer un document d'un format vers un autre. Après, il y a des petits ajustements. Parfois, ça ne marche pas toujours super bien, mais ça fait déjà le gros du boulot. Donc, ne croyez pas que quand je vous dis que vous pouvez démarrer de ce document pour en faire un autre, vous êtes limité au format qui est là, présent, qu'on voit. Pas du tout. L'avantage, c'est qu'il y a déjà plein de choses dans le document. Il y a déjà des calques, il y a déjà la numérotation automatique, il y a déjà un fond gris, il y a déjà des styles de paragraphes, d'objets sans doute, etc. Donc je pense que, vu le peu de temps que la formation dure, c'est une bonne approche d'apprendre à modifier des documents existants. Plutôt que d'essayer de faire plein de types de documents différents, au départ de zéro, ça prendrait des semaines. Et aussi, Adobe vous fournit plein de gabarits, des modèles existants, on en a parlé. Vous pourrez démarrer des modèles et les modifier. Il n'y a pas que Adobe qui en fait. Donc, plutôt que de réinventer la roue, c'est très bien, c'est louable de faire tout au départ de zéro, mais parfois, utiliser des choses existantes, c'est plus intéressant. Ça fait gagner du temps. Et donc, c'est vers ça qu'on va aller. Mais en attendant, on va continuer un peu à analyser la palette des calques. Donc, le fond gris, je peux verrouiller. On va déverrouiller décoration. Oui, alors l'idée, c'est que quand vous passez, bien sûr, c'est comme dans Photoshop et Illustrator, quand vous passez avec le curseur sur la ligne, de manière continue, on enfonce le bouton de la souris et euh, on glisse, ben, ça met les verrous, hein. Là, je vous le dis parce que sinon, si vous ne connaissez pas, vous allez peut-être faire clic, 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 clic pendant beaucoup de fois, alors qu'il suffit de glisser, en fait, hein. Oui, passez sur les verrous comme ça pour les enlever. Allez-y, on les enlève, voilà, ils sont enlevés. Vous voulez travailler sur le calque décoration uniquement et les autres, c'est intéressant de les verrouiller. C'est Alt-clic. Voilà. Et ça, c'est comme ça dans Illustrator et Photoshop aussi. Alt-clic verrouille tous les autres. Oui, et Alt-clic les déverrouille tous. Si j'enfonce pas Alt, si je fais juste clic, ça verrouille. Mais Alt-clic verrouille les autres. OK, donc calque décoration. Voyons un peu, vous êtes sur la page 4, vous avez la décoration qui est là, vous voyez que vous pouvez la bouger. En zoomant en arrière, il est tout à fait possible avec l'outil transformation manuelle, d'aller l'agrandir. Touche Shift et Alt en même temps. Voilà, ça peut être intéressant, Shift et Alt en même temps. Je lâche le bouton de la souris et puis Shift et Alt. Alt, c'est pour que la transformation se fasse par le centre de l'objet. Vous voyez? Voilà. Là, j'étais en affichage aperçu, mais si je suis en normal, je vois déborder la chose. Donc, c'est une image qui a reçu un degré de transparence. Vous pouvez aller voir dans le menu fenêtre. Non, excusez-moi, d'un logiciel à l'autre, c'est la gymnastique, hein. Objet, effet, transparence. Objet, effet, transparence. Et là, on voit la transparence. Donc, c'était un objet noir. Je suis allé chercher ça sur le web, ce dessin celtique qui n'est plus sous copyright, évidemment. Et je l'ai
diminuer, vous pouvez encore diminuer si vous voulez, si c'est juste pour donner un textural de fond comme ça. Il faut que le texte reste visible. Je suis passé de 10 à 5 là, par exemple. OK. Il faut que le texte noir reste visible. Alors j'en profite pour vous dire, le texte principal dans un document, celui qui est en petit, il doit absolument être en noir. Utilisez uniquement l'encre noire à 100. Sinon, si vous le mettez l'encre noire à 90 parce que vous préférez du gris, si vous êtes habitué à faire des sites web, c'est connu, on met le texte en gris foncé plutôt qu'en noir, c'est plus doux, plus agréable à lire. Non, pas dans une publication. Il faut absolument pas mettre le texte en autre chose que l'encre noire 100. Il y a de pas? Sinon, sa trame, il sera pas net. Alors des titres, oui, des titres qui sont plus gros que le body text, que le texte principal, oui, on peut les mettre en couleur. Mais le texte principal, généralement, on dit qu'il faut le mettre en noir, quand on imprime en quadrichromie. Après, la trichromie, la bichromie, ça, on peut le mettre dans une autre couleur. Le problème, voilà, c'est ça. De toute façon, il ne sera pas noir sur le papier, parce que l'encre noire de l'imprimeur, c'est du gris très foncé, en fait, hein, c'est pas vraiment du noir profond. Donc voilà, il fallait que je vous le dise à un certain moment, c'est une erreur de débutant, c'est de mettre le texte principal dans autre chose que du noir, et puis voilà, ça devient un peu flou quand c'est imprimé. C'est pas bien. D'ailleurs, on peut visualiser ça. On va tester ça. Allez dans le menu Fenêtre, Sortie, Aperçu des séparations. Vous êtes en train de visualiser une page là? Parfait. Ici, vous pouvez demander affichage, séparation. Il ne faudra pas oublier de le remettre en désactivé après, parce que sinon, les balises, notamment, ne seront pas visibles. Même si on est en affichage normal, les balises ne seront pas visibles, si ceci reste enclenché en séparation. Alors, ben voilà, on va enlever l'œil en face de magenta, jaune, noir, et vous voyez ce qu'il y aura sur la plaque offset cyan. Voilà la quantité d'encre bleu cyan qui arrivera sur le papier. Ici, vous allez enclencher magenta et désactiver cyan. Vous voyez la quantité d'encre magenta. Ouais. Ici, on fait la même chose, mais pour voir le jaune. Voilà. Et vous voyez que jusqu'à présent, on n'a pas encore vu le texte apparaître, parce qu'en fait, il utilise l'encre noire seulement. C'est quand vous affichez l'encre noire que vous voyez le texte. Là, l'imprimeur, normalement, devrait vous le dire si vous lui envoyez un PDF et que le texte n'est pas seulement imprimé en noir. S'il y a d'autres couleurs qui participent à la création du petit texte, le texte principal, il devrait normalement vous dire que vous avez un peu foiré le truc. Oui, parce que c'est tellement fin que le danger, c'est de voir sur le bord du texte de la couleur qui apparaît. Un bord jaune ou magenta ou cyan qui apparaît si vous avez fait du texte tout fin comme ça, avec plusieurs encres. Bon, vous avez remarqué que le dessin à l'arrière, il utilise toutes les encres en fait, pas seulement l'encre noire. On le voyait apparaître quand on regardait l'encre cyan, l'encre magenta, le dessin celtique là. Bon, là, c'est qu'il n'est pas réglé pour utiliser uniquement l'encre noire. C'est pas un problème. OK, on peut désactiver l'affichage des séparations.
Le dessin celtique, là, vous l'avez sélectionné. Normalement, c'est le seul, oui, c'est la seule chose qui peut être sélectionnée sur cette page, puisque les autres calques sont verrouillés. Et c'est la seule décoration qui existe sur cette page. Vous l'avez. Oui. Alors, on va demander de l'ouvrir dans Photoshop. On va aller jeter un coup d'œil pour voir comment ça fonctionne. Donc, menu, fenêtre, lien. Dans la palette des liens, je vois qu'il est là. Il est utilisé à 2 endroits sur la page 1 et la 4, mais voilà, on est sur la 4 et on va demander menu de la palette liens, modifier avec, hem, modifier avec, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas Photoshop ici? Il faudrait que j'aille chercher là-dedans. Vous avez Photoshop dans la liste Photoshop 2024? Non? OK. Ce serait un fichier Illustrator? Ça serait étonnant ça. C'est un fichier Illustrator? On a Adobe Illustrator. Oui, mais non, c'est du WebP. C'est parce que c'est un format spécial pour appareil mobile, en fait. Parfois, ça vient du web, hein. Et parfois, sur internet, on trouve des fichiers qui sont dans des formats spéciaux qui ont été récemment développés pour, les appareils mobiles, les smartphones. C'est pas grave, on va forcer à l'ouvrir dans Photoshop. Dans le menu, modifier avec, vous avez autre ici? OK, allez dans autre. Heu Il faudrait aller dans le dossier des applications. Tout ça va être bien compliqué, en fait, je pense que ça va être un peu trop compliqué. Hem, Essayons quand même. Vous avez ici le dossier vous a amené vers le dossier mardi. OK, cliquez là, remontez jusqu'au disque dur. Voilà. Vous êtes dans le disque dur? Est-ce que vous voyez le dossier application? OK, vous ouvrez le dossier application. C'est un classement par liste? C'est pas des icônes? Si. Ah, c'est des icônes, il vaut mieux classer par liste. Super astuce, toujours par liste, sauf si vraiment de temps en temps on a besoin des icônes. C'est beaucoup mieux l'affichage par liste pour voyager dans ces fichiers que les icônes. OK, vous voyez affichage par liste? Vous le voyez là? Yeah, it's amended. Perfect. En cliquant sur nom, vous avez la liste dans un sens ou l'autre, ordre alphabétique. Bon, ben quelque part, vous devriez avoir Photoshop qui est disponible. Oui. Adobe Photoshop. Alors oui, j'aurais pu aller dans le dossier sur le disque dur, le dossier Links, dans le dossier d'assemblage et ouvrir. J'aurais pu. OK, donc Photoshop est là. Vous le voyez? C'est plutôt ennuyeux si vous ne le voyez pas. En principe, dans la liste par ordre alphabétique, c'est Adobe Photoshop et on a ici l'application Photoshop. Non, elle est où? C'est bien ça, oui, normalement c'est ça. Normalement c'est ça. Ouvrir. Non, ah, ça va pas marcher comme il faut. On va le faire autrement. J'aurais voulu ouvrir cette image, mais là, ça va être compliqué. Où est mon application Photoshop 2024? Vous la voyez, vous, l'application Photoshop 2024? Il est pareil que. Ah, c'est pareil, misère. Je sais pas. Donc, nous, on l'a dit, mais je sais pas si. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Ça va pas marcher comme ça, il veut pas. On va faire autrement. On va dans le Finder, donc commande tabulation. On va aller dans le dossier qui contient, voilà, le dossier ici. Vous avez le dossier Links. Vous voyez le Celtic ici. Donc, normalement, ça fonctionne bien dans InDesign, mais là, on a affaire à un format particulier. Ce n'est ni du JPEG, ni du PSD. Donc, c'est un format pour mobile, et donc, il foire un peu InDesign. Et nous enfume. Est-ce que vous arrivez jusqu'au fichier Celtic? Oui. Vous faites un clic droit, ouvrir avec, et il veut toujours pas, c'est pas grave, on va le forcer à s'ouvrir dans Photoshop. Vous allez déplacer l'icône sur l'icône de Photoshop 2024. Comment on fait ça? Vous allez chercher dans le Launchpad. Oui, vous avez le Launchpad. Chez moi, il est à gauche. Chez vous, il est en bas. Quand Photoshop est ouvert, vous avez forcément Photoshop dans le Launchpad, dans le dock, ils appellent ça en fait, hein,
Oui, toi, tu parles du Launchpad, mais c'est plutôt le dock ici. Dans le bas de l'écran, vous avez le dock qui apparaît quand vous approchez du bas de l'écran. Il suffit. Hein. C'est pas. Okay, out of the menu, c'est ça, ça veut dire que les petits choix de notes. C'est dans le bas de l'écran. C'est un peu comme moi sur la gauche, mais chez vous, c'est dans le bas de l'écran. Ça, il y a Photoshop, c'est pas dans le body. Il est Il faut lancer Photoshop, alors il y sera. cutting for it. So, je n'ai pas besoin de ça. Ouais, c'est ça. Voilà, on est dans Photoshop et l'image s'y trouve. Là, j'ai juste enfoncé commande option H pour ça correspond à menu Photoshop, masquer les autres. Donc, c'est parce que j'avais encore les icônes, les fenêtres des autres logiciels derrière. Et voilà, commande Alt H, ça masque. Là, ça correspond à un menu Photoshop sur le Mac, masquer les autres. Puisque par rapport au PC, on a toujours la possibilité d'avoir les icônes des autres, les fenêtres des autres logiciels qui sont visibles derrière. C'est parfois embrouillant. OK, alors certaines ont eu un message à propos des couleurs. Je vais tenter ici, ne faites rien, de recréer le problème parce que chez moi, dans le réglage, édition couleur, je suis avec ceci qui est, hem, enclenché. Donc, on va faire ça, on va tenter de faire ça. Voyons ce qui va se passer si, on fait comme ça. Alors la gestion des couleurs, j'en ai parlé un peu, un minimum, mais on va pas, approfondir beaucoup. Il y a des formations spécialement pour ça, en fait, hein. OK. OK, on va faire comme ça. Ça devrait peut-être recréer le problème que vous avez. Oui, c'est ça. Donc quand vous avez ouvert l'image, vous avez eu ce message. D'accord. Donc je vais pas m'étendre, là-dessus pour expliquer ce que c'est. Ce n'est pas il faudrait, du temps pour bien comprendre. Si dans la boîte, dans l'entreprise, vous avez une personne qui maîtrise ça et qu'elle règle tous les ordinateurs pour que ça fonctionne bien, ça va. Pas besoin de commencer à étudier la gestion des couleurs, le color management. Par contre, quand vous voyez ce genre de message, vous pouvez, considérer que oui, soit vous cliquez sur «Conserver le profil incorporé» quand la proposition apparaît. Donc, quand la proposition apparaît, conserver le profil incorporé, c'est ça que vous choisissez. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de profil incorporé à l'image. Il n'est pas indiqué dans le fichier de l'image pour quel matériel elle est faite. Dans ce cas-là, vous cliquez sur ne pas modifier et ça peut être bon. Après, la personne qui gère la gestion des couleurs dans l'entreprise peut vous expliquer plus en détail comment ça va fonctionner. Donc, il s'agit en fait de s'assurer que les couleurs ne changent pas. Les couleurs que l'artiste a choisies au départ. Bien sûr, ici, il n'y a pas de couleur, c'est un fichier noir et blanc, mais c'est ça l'idée, hein. C'est pas que pour les couleurs soient jolies, c'est pas pour qu'elles soient entre guillemets «bonnes», c'est pour qu'elles soient comme l'artiste qui a fait l'image les a choisies au départ. Si l'artiste a fait des couleurs horribles, c'est ça qu'il faut reproduire. Oui, parce qu'on entend souvent: «Oui, les couleurs sont pas bonnes». Heu, le but, c'est de reproduire les couleurs telles que l'artiste les a choisies. Voilà, donc on a l'image ici, et donc c'est une image mode couleur RGB. Elle est créée par 3 couches de lumière. Si vous allez dans menu fenêtre, couches, vous voyez les 3 couches. Même si c'est une image qui n'a pas de couleur, potentiellement, elle peut avoir de la couleur. Voilà. Et donc, ça explique pourquoi on ne trouve pas, ce dessin n'est pas fait seulement avec l'encre noire dans InDesign. Il était fait avec cyan, magenta, jaune. Parce que, voilà, c'est pas une image CMJN. Donc, si on voulait qu'il soit fait seulement avec l'encre noire, il y a des solutions, il faut le retravailler ici dans Photoshop.
On peut faire juste un petit test rapide ici, pas transformer pour que l'image soit imprimée seulement avec l'encre noire, ça n'a pas un intérêt immense. Ce n'est pas un problème qu'il soit imprimé avec l'encre cyan magenta jaune. Oui, parce qu'elles sont en quantité quasiment égale, donc ça fait du gris, hein. Vous avez vu, hein, dans la mise en page. Le logo, la décoration, elle est grise, donc on pourrait se dire, ouh là là, cyan magenta jaune, ça va faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Pas du tout, c'est la même quantité de cyan magenta jaune à peu près, donc ça fait du gris. Donc, on va juste aller modifier l'image ici. Voyons un peu ça. Ce qu'on va faire ici, c'est utiliser la palette des calques. Ah oui, ben, c'est une formation InDesign et pourtant on utilise Photoshop, c'est comme ça. InDesign est un logiciel qui intègre de l'Illustrator et du Photoshop, donc on sera amené à aller dans les autres logiciels, forcément. OK, vous voyez la palette des calques? Bon, ben, on a du noir RVB, du noir RVB et de la transparence autour. Vous voyez le damier? Bon, il est certainement plus désagréable chez vous, vibrant, ou il est gris, doux, comme le mien. Et bah, un petit Il est peu blanc. un petit peu plus blanc, OK. Ça, c'est des réglages dans Photoshop. Je n'aime pas les damiers d'origine de transparence dans Photoshop, ça me stresse, alors je les adoucis. OK, donc ben, vous allez créer un calque. Voilà, créer un calque. Vous allez utiliser l'outil le plus pourri de Photoshop, la baguette magique. Donc, derrière l'outil de sélection d'objets ici, vous allez pouvoir aller chercher la baguette magique. On va en fait mettre un fond coloré derrière le médaillon. Il va être entouré de transparence, ce médaillon, mais le fond va devenir coloré. Vous avez la baguette magique? C'est bon. Donc, déjà, il faut avoir la palette des outils en 2 colonnes, ce sera plus facile. Ensuite, derrière vous voyez cet outil? Oui. Sélection d'objets? Non, merci de t'aider. Vous voyez celui-là à la place? Oui, oui. OK, vous enfoncez et vous allez chercher baguette magique. Bon, Voilà. Franchement, c'est l'outil le plus pourri de Photoshop, hein. Ça date de la première version en 1989. On l'utilise encore quand on a affaire à des choses infographiques, des aplats, notamment pour les interfaces web. Mais sinon, pour sélectionner des objets dans Photoshop, c'est ce qu'il y a de pire. Mais ça, vous le saviez déjà, sans doute. Dans les options, est-ce que vous voyez les options là au-dessus? Sinon, il faut aller dans Menu Fenêtre. Dans Menu Fenêtre, Options. C'est ce qui équivaut dans InDesign à la barre Contrôle. Menu Fenêtre, Options. OK. Vous pouvez cocher échantillonner tous les calques, comme ça, quel que soit le calque sur lequel on travaille, la baguette magique va tenir compte des pixels de tous les calques. Pixel continu doit être coché. Voilà. Vous cliquez dans un coin, ça sélectionne le coin. Vous avez les défilés de fourmis. C'est comme ça qu'on appelle ça en infographie, les marching ants, les défilés de fourmis. Et les formateurs pas sympas disent aux gens de zoomer pour voir les fourmis. Et il y en a qui zooment. Avec la touche Shift enfoncée, vous cliquez sur l'autre coin, puis sur l'autre coin, puis sur l'autre coin. Nickel, tous les coins sont sélectionnés. Il te sélectionne l'image. Alors on vérifie. Est-ce que dans les options de la baguette magique, tu as bien coché et échantillonné tous les calques? Est-ce que tu as bien un pixel contigu qui est coché aussi? Oui, tu vois. C'est pas que en deuxième cas. Ah non, mais le deuxième calque, il n'a pas d'importance. À partir du moment où on coche ceci, ça. C'est bon, j'ai oublié de cacher. Donc, clic, majuscule, clic, majuscule, clic, majuscule, clic, puis sélection, intervertir. Voilà. Vous voyez un peu la logique. Puis sélection, modifier, contracter.
Ici, on peut indiquer 5 pixels. OK. Et la sélection s'est contractée. Il reste un petit bout là au-dessus. Et là aussi. Ah, d'accord. OK. Ça, c'était pas prévu. Est-ce que vous avez votre sélection qui s'est contractée? Vous avez le lasso? Done. Le lasso libre, pas le polygonal. Le lasso libre. Avec la touche Alt enfoncée, vous gardez la touche Alt enfoncée, vous allez entourer ces petites choses qui n'auraient pas dû être là. Il y en a 4. Avec la touche Alt enfoncée, comme ça, voilà. Vous voyez que je vais au-delà des limites de l'image. Vous voyez, je commence comme ça avec la touche Alt et je vais au-delà des limites de l'image. Voilà. Il y aurait eu d'autres solutions. Dans Photoshop, c'est très souple, il y a plein de manières d'y arriver. Il y aurait eu d'autres solutions pour y arriver. J'aurais pu faire une sélection circulaire et la positionner correctement. Enfin, il y a plein de solutions. Même utiliser des formes vectorielles dans Photoshop. Pour faire ce qu'on est en train de faire là, mettre une couleur sur le fond du médaillon, il y a plein de solutions. Donc, je vais aller en arrière ici. Alors, si vous avez foiré, le menu fenêtre historique peut vous aider parce que ça vous montre tout ce que vous avez fait et vous pouvez revenir. Là, je vais revenir au moment où j'avais contracté. Donc, c'est menu fenêtre historique. Alors, donc, ce que j'ai fait, open your eyes, ouvre tes yeux. Avec la touche Alt, j'ai entouré ici la partie en trop, mais vous voyez que je vais au-delà des limites de l'image, parce que ça va jusqu'au bord de l'image. Voilà, avec la touche Alt, voilà. OK, c'est bon. Voilà. 4 fois, voilà. On va remplir, c'est bien le calque vide qui est activé. C'est pas celui-là, c'est pas aucun, c'est celui-là. On va remplir, donc il y a plein de manières de remplir. Je vous en montre une. Édition, remplir. Raccourci majuscule F5. Remplir avec... on va mettre une couleur. Donc, dans le menu ici, vous choisissez couleur, 3 petits points. Le sélecteur de couleur arrive. Le bouton T est enclenché, c'est ce qu'il y a de plus facile, de plus intuitif. Et vous choisissez la couleur avec laquelle vous remplissez. Donc, la teinte, puis la variante saturation-luminosité avec le positionnement de la petite pastille. OK. OK. Et voilà. Donc, c'est rempli de pixels. La sélection est remplie de pixels. On peut désélectionner. Menu sélection, désélectionner, commande D. On place le calque sous l'autre. Et voilà. Amusant. Vous avez bien le calque là qui est activé. Bien, donc si on veut modifier la couleur après, c'est assez facile. Commande U, ça correspond à image, réglage, teinte, saturation. Et là, vous avez le curseur teinte, le curseur saturation, le curseur luminosité. Vous avez toutes les couleurs qui sont disponibles. Voilà une solution. OK. Bien sûr, on pourrait mettre un dégradé, il y a plein de choses à faire, mais c'est juste pour faire un test ici. Donc, voilà, voilà. Donc, image, réglage, teinte, saturation. C'est pour modifier les couleurs. Alors, on va enregistrer le fichier.
Ouais, dans ton cas, il y a quelque chose qui est spécial, c'est que tu t'es retrouvé, avec, du gris et donc commande I, si on veut mettre de la couleur maintenant, ça marche pas. Il faut absolument cocher coloriser dans ce cas-là, pour arriver à mettre de la couleur. Voilà, donc on va tenter l'enregistrement. Enregistrer fichier enregistré, on peut tenter fichier enregistré, mettre à jour, donc un contrôle S, un commande S et il vous met la boîte enregistrée sous. Vous comprenez pourquoi? C'est bizarre, hein, on demande fichier enregistré pour mettre à jour le fichier sur le disque dur et il nous dit: «Non, non, on va enregistrer sous». Donc, on a testé le Oui, on est en PSD, il nous propose d'enregistrer en PSD. Pourquoi? travail des web de et là, c'est pas limité. Exactement. On a fait des choses spécifiques à Photoshop, des calques. Le format WebP ne peut pas enregistrer des calques, donc Photoshop, même si on tente de mettre à jour le fichier, il nous dit: «Non, non, il faut l'enregistrer au format Photoshop» et c'est pas du tout un problème pour InDesign, donc vous l'enregistrez au format Photoshop, voilà, enregistré. Le fichier a été enregistré. Si je vais voir et vous aussi, si vous allez voir dans le dossier de mardi, dans le dossier links, vous avez la version PSD. À côté du WebP, vous avez la version PSD. On est d'accord? Parfait. Vous avez toujours le document InDesign ouvert avec le Celtic sélectionné là. Voilà, on pourrait tenter une mise à jour, mais ce serait peut-être intéressant d'aller voir ça sur la page 1 où le même, la même image est utilisée. La page 1, vous la voyez? OK, donc elle est sélectionnée. Vous allez dans la palette lien et on va indiquer que là, pour cette page 1, c'est pas le WebP qui est utilisé, c'est la version Photoshop que je viens de faire. Très intéressant. Si vous avez une nouvelle version d'une image, vous avez modifié les couleurs ou quoi, et même si vous avez modifié le format, ce qui va être montré ici va vous montrer que vous n'êtes pas obligé de supprimer l'ancienne image et de ramener, de réimporter la nouvelle. Vous pouvez mettre à jour le lien. Donc l'image là, elle est bien placée, c'est la bonne taille, c'est la bonne orientation chez moi. J'ai pas envie de la supprimer, de réimporter, de devoir, réagrandir, retourner à nouveau. Donc je vais juste faire la mise à jour du lien ici. Et pour ça, on va tout simplement dans le menu de la palette liens, rééditer le lien. Et dans le dossier links, vous avez votre version Photoshop. Voilà. Et voilà, c'est fait. C'est la version Photoshop. Donc vous avez remplacé l'image, qui était au format WebP, format assez exotique, inhabituel pour de la mise en page. Vous l'avez remplacé par un format, Photoshop. Donc dans la palette liens, on doit avoir donc, cette image-là format PSD. Avec la possibilité de mettre, dans ce fichier PSD tout ce que Photoshop peut faire. Donc ta question, c'est si tu fais un document InDesign pour le web, une interface, est-ce que tu l'enregistres, est-ce que tu l'exportes au format WebP? Je pense même pas que ce soit dans la liste des formats possibles pour l'exportation, mais non, c'est juste pour faire le design des interfaces qu'on utiliserait, InDesign. À la limite pour faire des livres électroniques, mais non, non, le format WebP, c'est un format pour les images. Donc ce serait si on enregistre l'interface en tant qu'image, mais c'est même pas possible ici. Si on veut un format WebP au départ de notre document, il faudrait l'exporter d'abord vers du JPEG ou du PNG, du PNG et puis, le convertir dans un autre format spécifique. Mais voilà, c'est assez rare d'utiliser InDesign pour faire du web, en fait, hein. Est-ce que les week-ends
Oui, dans les nouveaux documents, on a la possibilité de partir vers des oui, oui. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui connaissent InDesign de faire des maquettes pour le mobile, en fait, hein. Et après, on peut envoyer ça vers XD pour faire un semblant d'interactivité, mais ça n'est pas utilisable. C'est juste des projets. Ouais, fait mis Photoshop. Oui. Ben non, c'est pas que c'est mieux Photoshop, même Illustrator peut servir à faire des projets web. Mais pour faire du web utilisable, des applications, il va falloir utiliser d'autres, systèmes pour, programmer ça. C'est Ici, on est dans le prototypage. Dans le prototypage. On est dans le prototypage. Pourquoi tu cherchais quelque chose en particulier? une question que je n'ai pas connue. On est dans le prototypage d'interface, voilà. Parce que le graphiste, voilà, Dans le cas, on a un client qui refuse. voilà, on propose le design et puis il y a quelqu'un qui est spécialiste en intégration, web et qui va transformer le design en quelque chose de fonctionnel. Et il faut discuter avec lui pour voir si les fonctionnalités sont difficiles ou pas à mettre en œuvre, s'il faut changer le design, voilà. Ouais. Mais il y a des gens qui font les 2, hein, qui font tout, hein, qui sont à la fois designers et qui peuvent faire des applications. Et des- Ah oui, mais non, mais ça fait quelques années qu'ils cherchent le mouton à 5 pattes, les employeurs, hein. Ils veulent qu'on fasse du print, du web, aussi du motion design. Du motion design, ils veulent qu'on fasse tout. Ils cherchent une personne qui est capable de tout faire. Voilà, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de turnover. Les gens ne restent pas dans l'emploi et c'est ennuyeux s'il y a quelqu'un qui est voilà, ils veulent des gens qui sachent tout faire parce que quand il y en a un qui part, il reste quelqu'un qui sait tout faire aussi. Voilà. Donc oui, mais il ne faut pas, être trop perturbé par ça parce que, hem, vous pouvez quand même postuler même si vous n'avez pas les compétences, ils cherchent quelqu'un qui est ils cherchent quelqu'un qui a trop de compétences, même de beaucoup d'expérience, mais ils ne trouvent pas en fait. Donc ils prennent des gens qui se rapprochent le plus du profil qu'ils affichent, hein. Peut-être même que la personne, du RH qui rédige le profil, souhaité, ne comprend même pas de quoi elle parle, en fait, hein. Ouais. Qu'en fait, techniquement, le InDesign ne génère pas du HTML, CSS. Sauf au départ d'un flux de texte, le body text, il peut faire du HTML, CSS, mais avec juste, du texte, peut-être des images entre les paragraphes, mais il ne faut pas imaginer, qu'un design, de ce genre-là, vous allez pouvoir le transformer en HTML, CSS. Heu, voilà. Bon, je vous montre, vite fait, hem, quand même, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant, c'est une question qui se pose. Là, j'ai déverrouillé le body text. Je clique dans un article, je fais fichier exporter et là, dans la liste, j'ai des choses que j'avais pas avant parce que je suis spécifiquement en train de travailler dans un texte. Je peux exporter, je vous l'avais dit, au format RTF, donc le format pour du Word. Je peux exporter en HTML aussi. Ça, il y avait pas avant. Si, je, clique avec la flèche noire à côté, je n'ai pas le curseur, texte dans le texte. Si je fais exporter, voilà, il y a le HTML, mais il y a pas le RTF. Donc HTML, il ne faut pas espérer avoir grand-chose, en HTML au départ de InDesign. Alors qu'est-ce qui va m'exporter? Il faudrait voir ce qu'il exporte en HTML. Mais alors il existe, mais c'est assez exotique, un module externe qui s'appelle Ajar In5 et qui lui est spécialement prévu pour transformer les designs, de InDesign, donc les mises en page, complexes en HTML, CSS. Mais c'est vraiment pas, beaucoup utilisé, faut en avoir l'usage. Voilà, comme ça vous avez le portrait complet de du web, hein. C'est surtout pour faire du prototypage et après il y a un intégrateur qui va l'utiliser. Ici avec In5, on a du HTML, CSS directement utilisable, mais ça n'est pas terrible comme résultat. Voilà, voilà. Bon, je vais reverrouiller le calque body text. Donc vous avez, amené l'image, PSD dans elle était où? C'était sur la page 1, voilà, sur la page 1, c'est la version PSD. Évidemment, maintenant,
si vous la modifiez, ça va être beaucoup plus facile parce que c'est pas un remplacement de WebP par PSD, ça va rester du PSD. Par exemple, si vous faites commande tabulation et que vous allez dans Photoshop, tiens, j'ai fermé mon Photoshop, c'est pas grave, je vais le réouvrir. Chez vous, il est certainement toujours ouvert. Vous allez dans Photoshop, vous avez toujours l'image qui est ouverte dans Photoshop. OK. Ici, dans la palette lien, ça va être beaucoup plus facile aussi qu'avec le WebP. En principe, si le lien PSD est sélectionné et que je demande modifier l'original, voire même modifier avec Photoshop 2024, il va l'ouvrir certainement dans Photoshop. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça que vous avez. Donc, ça va être beaucoup plus facile à modifier. Tiens, rapidement, je vais aller remettre mon réglage couleur comme il devait être. Sinon, j'ai des messages qui apparaissent. Voilà. Et donc, par exemple, là, commande U en ayant le calque de la couleur activé, commande U, et puis je modifie, voilà. Je fais fichier enregistré, surtout pas sous un autre nom, c'est une mise à jour du fichier. Je vais dans InDesign. Il devrait me dire relativement rapidement que ah ben non, il a fait tout de suite. Il a fait tout de suite dans ce cas-là. Parce que j'avais demandé par InDesign de l'ouvrir dans Photoshop, donc il savait qu'il était ouvert dans Photoshop, donc là, tout de suite, la modification se fait. Bon, ça ne se voit pas nécessairement beaucoup ici parce qu'il est grisé. Essayez autre chose dans Photoshop. Activez le calque des traits ici. Faites commande U. Tentez de bouger le curseur teinte pour changer la couleur. Ça ne fonctionne pas. Ben non, du noir reste du noir, quelle que soit la teinte. Cochez la case colorisée et modifiez la luminosité, la teinte, la saturation. Vous voyez, vous arrivez à coloriser le noir. Donc, on a bien activé le calque des traits noirs. Il n'y avait pas besoin de sélection, donc on n'a pas joué avec des sélections. Commande U, c'est image, réglage, teinte, saturation. On a coché colorisé parce qu'on avait affaire à quelque chose qui n'avait pas de couleur. Et il a fallu monter le curseur luminosité pour arriver à voir la couleur. Et voilà, ça peut être sympa. Et normal, il change qu'il Alors, non, normalement, ça dépend comment on a fait. Il ne le change pas nécessairement automatiquement dans InDesign. C'est un peu plus compliqué que ça. Voilà, ici, il ne le change pas directement. Tu vois? Il me dit, le fichier a été modifié. Cliquez 2 fois pour mettre à jour le lien, ou alors je clique sur l'icône ici, et je devrais voir que le noir s'est transformé en autre chose. Voilà, je clique, et voilà. Alors, évidemment, ça ne se voit pas beaucoup parce qu'au niveau de la transparence, objet, effet, transparence, on est en transparence 10%, mais si j'augmente, on va voir. Voilà. Donc, c'est ça l'histoire. Je recommence. Dans Photoshop, je vais aller modifier le fond. Voilà. Le fond, on a dit, oui, c'est bien le fond. Voilà. OK. Fichier enregistré. Dans InDesign, il me dit que ça a été modifié. Donc, cliquez 2 fois là pour mettre à jour. Ou en ayant le lien sélectionné, on clique là. Ou alors, il y a encore, normalement, quand on est en affichage normal, pas aperçu, vous avez aussi l'icône qui est là. Et quand on double-clique dessus, en principe, ça met à jour. Voilà, c'est mis à jour. Voilà. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que parfois il fait la mise à jour tout seul, sans qu'on doive double-cliquer? Ben, c'est très simple. Là, je vais fermer l'image ici, dans Photoshop. Dans InDesign, si je demande, comme ceci, en sélectionnant le lien, dans le menu, je demande de modifier l'original. Si c'est réglé pour être ouvert dans Photoshop, ça va l'ouvrir dans Photoshop. Ou je peux forcer à l'ouvrir dans Photoshop, modifier avec Photoshop. Là, InDesign sait, entre guillemets, que l'image est ouverte dans Photoshop. Et quand je modifie une chose ou l'autre, voilà, fichier enregistré, la mise à jour est directe dans InDesign. Vous comprenez la subtilité? Si on a demandé au départ de InDesign dans le menu de modifier, il sait qu'il y a une modification en cours dans le logiciel. Tandis que si on fait la modification dans le logiciel là,
et qu'on met à jour le fichier sur le disque dur, InDesign ne l'a pas vu. Ah, quoique là, non, il n'a pas vu, il n'a pas vu. Là, il n'a pas vu. Il faut faire la mise à jour manuellement ici. Voilà. Voilà. Voilà un peu comment ça fonctionne. Donc, moralité de l'histoire, quand vous mettez des images dans InDesign, dans une mise en page, elles ne doivent pas nécessairement être déjà retouchées nickel. Vous pouvez mettre des images brutes, non retouchées, les couleurs ne sont pas modifiées, les contrastes pas modifiés, les trucages photos, supprimer un personnage de la photo, en ajouter un, tout ça, ça peut être plus tard, mais vous commencez déjà la mise en page avec les images de départ. Et après, si c'est un format Photoshop, c'est l'idéal, hein, c'est d'importer des images Photoshop. Vous mettez des calques dans les fichiers Photoshop, vous faites les trucages photos, vous enregistrez le fichier, il est modifié, InDesign le voit, vous faites la mise à jour, c'est nickel, c'est facile. Ça paraît clair? OK. Bon. Ça fonctionne comme ça aussi dans Illustrator et dans Photoshop aussi. Dans les Illustrator et Photoshop, il y a la possibilité d'importer des fichiers externes, des ressources externes liées, et quand on les modifie, il faut faire la mise à jour. C'est plus rare dans Photoshop de faire ça, mais techniquement, c'est présent. Dans Photoshop, c'est une possibilité.